L'actualité, donc, en cette mi-journée, nous avions Sadio Morel-Conté qui est parti et euh, arrive Monsieur André Boissa. Alors, salut Monsieur André Boissa. Bon retour Oui, sur la radio de la communauté d'abord. c'est un plaisir et bonjour, monsieur Jean-Louis. Voilà, vous revenez sur cette antenne, Monsieur Boissa. Nous parlons aujourd'hui de l'ouverture donc de la 72e Assemblée générale des Nations Unies avec le discours de M. Trump. J'ai dû épingler quelques aspects, mais je voudrais insister sur ce précepte américain qui dit America First. Est-ce que ce précepte, vous pensez, s'applique à votre pays avec le feu Bongo, Bernard Bongo, donc le président Bongo, qui pensait à la gabonisation des cadres, qui disait Gabon d'abord. Pensez-vous qu'il y a eu des progrès du moment où Bongo Père a lancé ce slogan à ce jour? Est-ce que les ressources de votre pays, justement, profitent à ces Gabonais? Bon, en tout cas, merci d'abord. Et c'est la deuxième fois que j'interviens à votre radio, qui est très bien suivie. Et c'est un honneur pour moi. Et merci aussi de me donner, disons, la parole à un moment aussi stratégique ou encore à un moment inoubliable parce que cette Assemblée générale vient, disons, dans un contexte où c'est le premier, en fait, c'est la première apparition de M. Trump aux Nations Unies et aussi par rapport à Ali Bongo, ça vient après qu'il ait, disons, que son gouvernement ait été mis devant le fait accompli, c'est-à-dire devant les Nations Unies et aussi devant l'Union européenne. Donc, ça vient à un moment opportun. Bon, maintenant, vous posez la question de savoir le point qu'a énuméré M. Trump, c'est-à-dire American First. Je voudrais dire que le concept de Omar Bongo sur Gabon d'abord a eu ses points forts et ses points faibles. D'abord, les points forts. Dans le cas de l'esprit du patriotisme, je crois que c'était cela, en fait, l'objectif qu'il voulait quand il parlait, bien sûr, de Gabon d'abord. D'abord, le patriotisme. Et ce patriotisme, en fait, pouvait s'étendre sur quelques aspects. D'abord, sur le problème de la maîtrise, en fait, de la population. Ça, c'est de un. Et je voudrais avouer que Omar Bongo a fait des efforts là-dessus, là-dessus, ce point-là. Il a quand même maîtrisé pour qu'il n'y ait pas assez d'autres nationalités qui viennent envahir le Gabon à partir d'une politique, en fait, de l'immigration qui a fait quand même qu'il y ait des réticences de certains venant de l'extérieur de rentrer au Gabon. C'était difficile de rentrer au Gabon à l'époque de Omar Bongo, autant difficile que venir ici aux États-Unis. Bon, maintenant, sur le plan, le deuxième, disons, aspect, c'était sur l'emploi. Omar Bongo, son principe était en fait de donner d'abord des postes, non seulement des postes stratégiques, mais aussi le travail stratégique aux Gabonais, notamment dans la fonction publique. On ne trouvait pas en fait beaucoup d'étrangers en dehors des expatriés qui venaient dans le cadre de l'éducation et à des rares postes comme conseiller, par exemple technique. Il y avait également sur le plan privé, dans le privé autant pour moi, il y avait beaucoup de Gabonais, du moins c'était la majorité des Gabonais qui occupaient les responsabilités. Donc là, il y a eu quand même une petite réussite, une grande réussite à ce sujet. Bon, maintenant, sur le plan social, c'était faible. Sur le plan, en fait, de la distribution économique, je pense que là, il a vraiment faussé parce que quand il parle de Gabon d'abord, regardez un peu le tissu économique et bien sûr les dérivés en fait de cette économie. Ça a beaucoup profité à la famille Bongo et aux amis Bongo que bien sûr à la population. Il a dit Gabon d'abord,
mais quand les richesses vont, par exemple, bénéficier plus aux partenaires extérieurs, aux exploitants, bien sûr pétroliers et aux exploitants forestiers et autres, en ce moment, le principe de Gabon d'abord devient quelque chose comme un effet d'annonce que quelque chose qui pourrait profiter à la population. Mais dans l'ensemble, Omar Bongo a fait un travail quand même supportable dans les autres aspects et le Gabonais était fier de voir qu'il était, en tout cas, il était encadré, non seulement encadré, mais il était aussi protégé par ce principe de Gabon d'abord. C'est différent, par exemple, avec Ali Bongo. Quand Ali Bongo vient au pouvoir, regardez son modèle de fonctionnement. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui, disons, la Légion étrangère. Ali Bongo a pu mettre, disons, beaucoup d'étrangers au sommet de l'État. Et certains qui ont été à catimini nationalisés et puis qui, en fait, ont pu amener, bien sûr, les devises du pays à l'extérieur, au point aujourd'hui où nous avons beaucoup d'étrangers qui sont riches par rapport, bien sûr, à sa politique. Aujourd'hui, les Gabonais ne sont plus vraiment fiers d'être Gabonais comme ils l'étaient avant. En fait, des étrangers qui ont plus, disons, des avantages sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Aujourd'hui, en tout cas, un étranger peut avoir des problèmes à un Gabonais chez lui. C'est un problème. Bon, maintenant, je vais terminer aussi en disant sur American First que le président Trump a parlé. Oui, c'est un bon principe dans un certain sens, mais pour moi qui suis ici aux États-Unis, je vois que après près de 8 mois, je pense que c'est aussi, disons, des effets d'annonce. C'est comme Ali Bongo qui vient souvent avec des théories, il emballe certains sujets avec certains pour essayer non seulement de flatter les Gabonais, mais aussi l'extérieur, mais la pratique, c'est une autre chose. Regardons par exemple le cas de Trump. Quand il vient au pouvoir, regardez le conflit d'intérêts qu'il a. Aujourd'hui, je lisais dans un... En fait, quand il est venu au pouvoir, il y avait des deals qui étaient, en fait, qui voulaient déjà être faits sur, par exemple, le nucléaire, où il y a un conseiller qui était impliqué, son fils qui était impliqué. Aujourd'hui, regardez même la première, c'est quoi sont ses intérêts? Ou quand il va, par exemple, en vacances, où est-ce qu'il va? Il va dans ses hôtels. Quand il va jouer au golf, où est-ce qu'il va? Il va jouer dans, disons, les terrains de golf qui lui appartiennent. Donc, dans un centre, dans un cadre purement américain, c'est lui d'abord first. Et deuxièmement, il y a ses amis. Quand, en fait, Trump est venu au pouvoir, qui l'a d'abord nommé? Ce sont les milliardaires. C'est la première fois dans l'existence du gouvernement américain que nous avons en tout cas autant de milliardaires et de millionnaires dans un gouvernement. Donc, il a d'abord contenté ses amis. Troisièmement, il a contenté en fait l'extrême, disons, droite, les extrémistes, en fait, qui sont là pour avancer l'agenda du nationalisme. Donc, c'est pourquoi vous avez vu, par exemple, il y a eu un problème avec les soi-disant blancs qui se croient supérieurs récemment avec ce qui s'est passé en Virginie. Donc, ça, c'est en fait une faiblesse liée à son principe d'American First. Bon, maintenant, dans le cadre, bien sûr, de l'Amérique en général, oui, il faut penser à American First, mais en le disant, il ne faut pas en fait amener à l'Amérique à se sectariser. Parce que quand on parle d'American First, l'Amérique a été bâtie, disons, c'est toutes les nations qui ont fait l'Amérique. Aujourd'hui, la force américaine vient en fait de son influence, mais aussi de son activité à travers le monde entier. Il y a en fait ce qui va et ce qui sort. Maintenant, si ce qui va est bloqué, par exemple, sur les trades, les échanges commerciaux, la politique de notre président ici n'avantage pas beaucoup les gens à faire assez des échanges commerciaux avec les autres pays. Vous avez, par exemple, beaucoup de traités qui ont été soit menacés, soit annulés. Pourquoi? Parce que
Bon, le principe d'American First dont il parle, c'est un principe qui est basé non seulement sur une perception, une mauvaise perception qui se fait en fait d'American First. Bon, maintenant, sur le plan aussi des étrangers, ce American First vise aussi l'aspect, disons, de l'immigration. On ne peut pas bâtir un pays en pensant que l'American First doit être le principe directoire, en fait, d'un pays, tout en s'attaquant, bien sûr, à la base sur laquelle ce pays a été détruit. La base, c'est quoi? C'est l'immigration. Regardez, sa femme est étrangère, même si elle est de nationalité américaine. Regardez, la plupart des gens qui sont, disons, lui-même en tant que blanc, vous savez que ce pays est un pays qui appartient aux Indiens. Bon, maintenant, l'histoire, on la respecte, que ça a été bâti dans un contexte précis et on respecte tout ce qui a été fait. Mais il y a des gens qui sont des générations aussi passées qui sont en fait venus des pays étrangers. Donc, quand ils parlent American First, ils s'attaquent bien sûr à l'aspect de l'immigration qui est en fait un aspect qui contredit le principe et aussi les bases sur lesquelles l'Amérique, disons, a été construite. Bon, maintenant, sur le plan aussi des échanges commerciaux, et c'est ce qui sort. Vous savez, Exim Bank a été, bien sûr, créé dans le but des échanges commerciaux. Oui, allez-y. Alors, donc, j'étais, par exemple, à une formation la semaine dernière avec le département du commerce américain et Exim Bank. Et le principe, c'est quoi? C'est d'aller à l'extérieur pour produire et amener ici aux États-Unis pour que ça profite aux compagnies américaines. Ou, disons, les gens de l'extérieur venir investir ici pour que ça profite aussi à la population américaine. Mais si vous attaquez, bien sûr, aux échanges entre les pays, si vous arrêtez les frontières, en ce moment, vous ne pouvez pas construire un pays à l'heure de la mondialisation dans un contexte sectaire. Monsieur Jean Lévis, ça ne marche pas. Vous êtes journaliste, vous avez assez d'expérience là-dedans. Vous avez vu que tout pays qui s'isole, disons, a eu tout. Nous avons quelques problèmes de ligne avec notre ami André Boissat. Est-ce que vous m'entendez, André? Donc, c'est ça. Voilà, nous avions eu quelques secondes de difficulté de ligne. Et André, j'abordais une question importante avec notre ami Sadio Morel-Kanté il y a quelques minutes sur les rapports entre l'ONU et l'Afrique. Est-ce que je vous entends à peine? Voilà. Donc, Trump a évoqué de façon, je dirais, presque accessoire le rapport entre les pays africains et entre l'ONU et l'UA. Est-ce que vous pensez que Trump a appelé à plaider pour une action beaucoup plus concertée entre l'ONU et l'UA pour résorber quelques conflits, notamment en Afrique? Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, l'ONU s'implique de façon effective à résorber ces conflits? Le cas de votre pays est épatant. Est-ce que vous croyez dans ce conflit électoral que vous avez eu avec les autres, notamment le président Ali Bongo? Est-ce que l'ONU s'est impliquée valablement? Qu'en est-il exactement? Vous pourrez faire une ouverture sur l'état actuel, donc l'évolution politique, donc la situation au Gabon. André Boissat. Bon, en tout cas, c'est un bon discours, pourvu que ça ne soit pas encore des effets d'annonce. C'est dommage qu'après 8 mois, l'agenda de l'Afrique n'a pas été au premier plan, en fait, de l'agenda du président Trump. Mais quand il parle aux Nations Unies, il parle de cela, c'est une bonne chose, vaut mieux tard que jamais. Bon, nous comprenons dans le contexte dans lequel il est venu, il avait des priorités, notamment la formation, en fait, du département d'État, des officiers du département d'État, ça a pris beaucoup de temps. Bon, maintenant, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi nous marchons ici aux États-Unis, c'est pourquoi nous avons des réunions avec le département d'État, c'est pourquoi nous écrivons des lettres, nous faisons le lobbying. Donc, c'est pour que, en fait, le gouvernement Trump puisse faire quelque chose. Bon, maintenant, sur le cas de
la politique, disons le contexte actuel, oui, aujourd'hui, le Gabon est paralysé, c'est-à-dire rien ne marche au Gabon. À cause de la crise post-électorale, tout est presque bloqué. C'est pourquoi d'ailleurs, les Nations Unies, disons, ont pris cela à cœur depuis les élections et la réunion stratégique qui a eu lieu peut-être il y a 3 semaines, il y a 2 à 3 semaines, qui a pu en tout cas faire que le gouvernement gabonais soit représenté par l'ambassadrice, en fait, Madame Bilabou, je pense, ou bon, je peux me tromper de nom. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un discours de sourds, c'est-à-dire que Ali Bongo, avec son gouvernement, décide qu'on tourne la page et l'officier, la haute autorité qui dirigeait les réunions a dit on ne peut pas tourner la page qu'on n'a pas encore lue. Donc, la situation demeure tendue. Il y a bien sûr l'Union européenne qui est intervenue là-dessus la semaine dernière et cette Union européenne a pu prendre certaines résolutions qui demandent maintenant à être appliquées. Et dans ces résolutions, nous avons retenu 2 choses, disons quelques points principaux, notamment la libération des prisonniers politiques, notamment, disons, ne pas persécuter ou arrêter l'opposition, notamment les sanctions ciblées, notamment le dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Et il y a eu bien d'autres, en fait, points qui ont été énumérés, dont le gouvernement gabonais, s'ils sont sérieux, ils devraient maintenant essayer de voir dans quelle mesure essayer de régler le problème. Et je crois que cela va à leur avantage. Vaut mieux être incarcéré disons plutôt être libre que d'être incarcéré à la Cour pénale internationale parce que nous avons été têtus. Alors, M. Boissa, question de curiosité, on vous attendait à New York, vous n'avez pas fait le déplacement? Oui, je n'ai pas fait le déplacement tout simplement parce que j'ai été très pris pour des questions professionnelles. Je ne suis pas allé, mais je suis de près tout ce qui se passe. Nous sommes en contact avec tout le monde et je les encourage bien sûr à faire le travail qu'ils font là-bas. En tout cas, nous sommes dans une situation où la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est le départ, bien sûr, d'Ali Bongo et tout son gang. Après 50 ans, un peu plus de 50 ans de pouvoir, les Gabonais sortent là perdants. Tout ce qui était... Il n'y a pas eu une offre de dialogue de sa part? Avez-vous rejeté ce dialogue de la part du pouvoir? Mais le dialogue disons, l'offre de dialogue qui a été faite, c'est une offre, en fait, je dirais, c'est une offre qui rentre dans le cadre, bien sûr, de sécuriser ses avantages ou sécuriser son pouvoir. Vous ne pouvez pas appeler les gens qui vous ont battu à plate couture dans une élection à dialoguer quand on sait que les intentions derrière ce dialogue, c'est la conservation du pouvoir. C'est pourquoi, en fait, sa main tendue n'a pas eu écho. Nous avons eu les opposants de façade, ce que nous appelons dans le langage gabonais les croque-mitaines, les mange-mille qui sont partis, mais les vrais opposants ou ceux avec qui, en tout cas, il a des contentieux, ne sont pas partis. Donc, le dialogue du pouvoir en place, nous le connaissons. Ce n'est pas la première fois, même à l'époque de M. Omar Bongo, c'était toujours ce qui se passait. Il y avait élection, il trafiquait les résultats, il arrivait à se maintenir au pouvoir grâce à l'armée. Après, il tendait la main et en tendant la main, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne pouvait pas sécuriser, disons, les intérêts de chacun parce que quand vous arrivez à un problème politique, c'est une question de win-win dans un dialogue. Vous ne pouvez pas venir avec un agenda pour dire voilà ce qui va se passer et après, le but, c'est d'assujettir, disons, des gens dont vous pensez être vos sujets. En fait, monsieur Jean Lewis, c'est ce qui se passe dans le cadre, bien sûr, du faux dialogue et de la fausse main tendue que monsieur
Ali Bongo a pu donner à l'opposition. Il a perdu toute crédibilité. Les institutions, en tout cas en place, sont là pour pérenniser le pouvoir en place. Donc, un dialogue où vous allez être à la fois juge et parti, ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi l'opposition a dit dialogue, oui, mais dans quel contexte? Dans le contexte, bien sûr, d'un dialogue inclusif qui va aussi être, disons, dont l'arbitre sera en fait les observateurs internationaux et qu'on leur donne, disons, l'autorité de pouvoir diriger ce dialogue pour que ceux qui sortiront de ce dialogue puissent profiter non seulement à un clan ou à une personne, mais plutôt à la nation, à la jeunesse gabonaise, bien sûr, et aussi aux générations à venir. Voilà, c'était donc notre ami André Boissa, qui est membre de la communauté gabonaise, qui est aussi un homme d'affaires, voilà, monsieur André Boissa, et qui donc parlait de son pays dans le cadre de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur Boissa, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie.